Salam alaikum Azzat Talaba. Aujourd'hui, on va étudier ensemble la qualité de la viande. Alors, normalement, on devrait voir la qualité organoleptique, nutritionnelle, technologique et hygiénique. Mais comme le temps n'est pas suffisant pour finaliser les trois autres chapitres, on va réaliser et étudier ensemble que la qualité organoleptique. OK? Alors, la qualité sensorielle, c'est une qualité organoleptique qui se traduit par la couleur, la tendreté, la jutosité et la saveur. Alors, la couleur, il y a trois principaux facteurs physico-chimiques qui déterminent la couleur de la viande et un facteur microbiologique. Alors, les trois facteurs physico-chimiques, on a la quantité, tout d'abord la quantité de la myoglobine. Alors, plus la fibre musculaire, quand il y a une forte concentration en myoglobine, plus la couleur de la fibre elle est rouge. Plus la concentration de myoglobine elle est faible, plus la couleur de la fibre musculaire elle est blanche. D'accord? La forme chimique aussi influence, bien sûr, la forme chimique de la myoglobine influence sur la couleur du morceau de viande et le pH de la viande aussi influence sur la couleur du morceau de viande, pardon. Alors, pour le moment, on va apprécier l'aspect physique. Alors, on a dit que l'aspect physique est influencé par, je dirais, la couleur de la viande, elle est influencée par le pH, d'accord? Donc, on a ici au niveau de cette image un morceau de viande de couleur rouge sombre, donc c'est une viande qui a un pH élevé, et un autre morceau de viande de couleur rouge clair, c'est un morceau de viande qui a un pH acide. Alors, comment expliquer cela? Donc, en général, la viande à pH alcalin, c'est une viande qui a une structure protéinique ouverte, donc elle permet la rétention de l'eau. Et bien sûr, lors du passage d'un faisceau lumineux, ce faisceau sera absorbé et on aura une coloration qui est rouge sombre. Alors que pour le morceau qui a un pH acide, le morceau de viande à pH acide, il a une structure protéinique fermée et c'est une viande qui ne retient pas son eau. Donc, lors du passage d'un faisceau lumineux, ce faisceau, il est réfléchi, il n'est pas absorbé, donnant une couleur rouge clair. Donc, ça, c'est l'aspect physique. Pour l'aspect chimique, donc, on a une réaction d'oxydoréduction de l'atome de fer qui existe au niveau de la molécule de myoglobine et une oxygénation de la myoglobine donne trois types de couleurs, bien sûr, à la viande. Et aussi, cette couleur, elle varie selon la fraîcheur du morceau et de la pression partielle locale en oxygène. Très bien. Donc, voici notre morceau de viande. Alors, à la surface, ou bien les fibres musculaires à la surface, ils ont une myoglobine qui est au contact direct avec l'air. Donc, c'est une myoglobine qui va fixer l'oxygène, subissant alors une oxygénation. Donc, la myoglobine se transforme en oxymyoglobine. C'est une myoglobine oxygénée donnant une couleur rouge vif. Alors, la profondeur du morceau, alors la concentration d'oxygène, elle est faible. Donc, il n'y a pas une oxygénation. Par contre, il va y avoir une désoxygénation, transformant l'oxymyoglobine en myoglobine réduite, donc de couleur rouge sombre. Alors, entre la surface et la profondeur, la couche juste en dessous de la surface, la concentration en oxygène, elle est faible, mais pas nulle. Donc, il va y avoir les phénomènes d'oxydation de la molécule du fer de la myoglobine, donnant naissance à la méthmyoglobine. D'accord? Et la méthmyoglobine, c'est la myoglobine oxydée. Elle va donner une couleur brune au morceau de viande, dont la couleur n'est pas vraiment attractive et appréciée par le consommateur.
OK? Très bien. Donc, la viande fraîche en surface, elle est en présence et en contact avec l'oxygène. Elles vont donner un pigment oxygéné. C'est l'oxymyoglobine. Au cœur de la viande, la couleur, elle est rouge sombre, caractérisée par l'absence totale d'oxygène. Et la myoglobine, elle va se trouver à l'état désoxygéné. Alors qu'à quelques millimètres sous la surface, la pression partielle en oxygène, elle est faible, mais pas nulle. Donc, la myoglobine, elle va s'oxyder, donnant naissance à la méthémioglobine de couleur brune qui est non attractive pour le consommateur. Alors, comme remarque, il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer euh, ou bien qui peuvent varier la couleur. On a la teneur en gras et la présence de l'eau, d'une humidité au niveau de la surface du morceau. Alors, tout d'abord, on va commencer par le phénomène d'irisation, qui est un phénomène rare et en général, c'est un phénomène qui touche les muscles clairs, pauvres en pigments. Et bien sûr, le reflet de la couleur, il est lié beaucoup plus à la présence d'une fine pellicule d'eau, au niveau, bien sûr, de la surface du morceau de viande. D'accord? Et bien sûr, le faisceau lumineux, une fois il va passer à travers cette surface humide, il va décomposer, il va se décomposer en donnant naissance à un aspect en arc-en-ciel ou bien un aspect doré. D'accord? Donc, c'est un phénomène, l'irisation, c'est un phénomène purement optique qui peut apparaître ou disparaître selon l'humidité à la surface du morceau de viande, selon l'angle d'observation du morceau et selon l'angle de l'éclairage du morceau. OK? Donc, l'irisation, ce n'est pas, je dis que c'est un phénomène purement optique. Il n'est pas lié aux bactéries. Alors, pour faire la différence entre la décoloration bactériologique et la décoloration suite au phénomène optique, il faut palper la surface, bien sûr, du morceau. S'il est visqueux, donc c'est une décoloration bactériologique, pardon. S'il n'est pas visqueux, donc c'est un phénomène purement optique. Alors, voici quelques photos sur les paramètres qui peuvent influencer la couleur de la viande. On a le gras. Regardez cette photo, elle nous montre que c'est un morceau plus clair que la deuxième photo où le morceau de viande ne contient pas beaucoup de gras. Donc, le gras influence sur la couleur. Ça, c'est le phénomène d'irisation. Donc, on remarque très, très bien l'apparition de zones dorées. Et ça, c'est beaucoup plus d'une putréfaction bactériologique d'une couleur vert à bleuâtre. D'accord? Très bien. Alors, les autres facteurs qui peuvent influencer la couleur, on a la constitution musculaire. On a dit que la fibre rapide, c'est une fibre glycolytique, ne contient pas de myoglobine, donc c'est une fibre blanche. La fibre lente, c'est une fibre qui contient la myoglobine, donc c'est une fibre rouge. Les conditions d'abattage aussi. Si on abat un animal stressé, automatiquement, il y a consommation du glycogène au niveau de la cellule musculaire. Donc, à l'abattage, on aura accélération de toutes les phases de transformation du muscle en viande et on rentre directement à la phase de maturation. Donc, on aura un pH alcalin qui va donner une coloration de rouge sombre au morceau de viande. Alors, la maturité physiologique aussi, elle peut influencer sur la couleur de la viande. Donc, chez le jeune, on a beaucoup plus une fibre blanche par rapport à l'adulte. La pression en oxygène, on avait déjà. Plus le morceau de viande est en contact avec l'oxygène, donc plus on a une couleur qui est claire. Plus il n'y a pas d'oxygène, plus la couleur, elle devient sombre. Le statut microbiologique aussi influence sur la couleur et l'alimentation aussi. Alors, une alimentation qui est riche en vitamine E protège la couleur ou bien protège la myoglobine de l'oxydation. D'accord? Donc, une alimentation riche en vitamines
eux, gardent une couleur rouge vive de la viande. Et bien sûr, le sexe et la race et l'espèce aussi influencent le, la couleur. Donc, ici, on a des tableaux qui nous montrent l'effet espèce, par exemple chez le cheval. Il a une forte concentration en myoglobine à raison de 0,71% par rapport au bœuf. Donc, le cheval a une couleur trop, euh, trop rouge par rapport à celle du bœuf parce qu'elle contient beaucoup de myoglobine. La frisonne aussi a une concentration en myoglobine plus importante que la normande. Le type de muscle aussi peut influencer sur la couleur du morceau. Donc, par exemple, le muscle au niveau du tibia, c'est un muscle pardon, beaucoup plus rouge par rapport au muscle le long dorsal. D'accord? Donc, le long dorsal, c'est un muscle qui contient des fibres blanches beaucoup plus. OK? Alors, les méthodes de mesure de la couleur, en général, on utilise un jury qui va classer la couleur selon une grille de classement. Ou bien on utilise un chromamètre. Alors, le monde jury, ils vont utiliser le catalogue. C'est une échelle de notation qui peut aller de 1 jusqu'à 4, du blanc vers le rouge. OK? Ou bien, l'appareil, on peut utiliser le chromamètre. C'est un appareil qui calcule la longueur d'onde de la couleur, donnant ainsi la couleur pardon, de la viande. La tendreté maintenant. La tendreté comme définition, c'est quoi? C'est la facilité avec laquelle la viande est découpée, déchirée et broyée pendant la mastication. Alors, quels sont les critères qui peuvent définir la tendreté? Bien sûr, c'est le tissu conjonctif et la fibre musculaire. Le collagène, c'est le constituant essentiel du tissu conjonctif. Donc, cette protéine, elle est très résistante. Elle confère au muscle sa dureté de base. Donc, plus le morceau contient une forte concentration de collagène, plus il est dur. D'accord? La cellule musculaire, elle va subir au cours de la maturation une attaque enzymatique. Bien sûr, cette attaque enzymatique, elle va désorganiser et dégrader toutes les protéines du sarcomère, d'accord? Ce qui va provoquer un attendrissement du muscle. Donc, la maturation est une étape essentielle pour révéler la tendreté, bien sûr, des muscles. En général, la maturation, elle n'attendrit pas un muscle qui est très riche en collagène. Pourquoi? Parce que la dégradation enzymatique, elle ne touche que les protéines des myofibrilles, les protéines du sarcomère. Okay? Elle ne touche pas les protéines du tissu conjonctif. Comment mesurer la tendreté? Soit en utilisant la pression du pouce. Alors, on met notre pouce au niveau du morceau de viande. Si ce morceau garde la trace du pouce, ça veut dire que la viande, elle est tendre. D'accord? Le membre de jury dégustateur, ils peuvent noter est-ce que le morceau il est tendre ou pas, ou bien en utilisant un appareillage, soit un appareillage qui va calculer la force de cisaillement, soit un appareillage qui va calculer la force de compression. Alors, les facteurs qui peuvent influencer la tendreté, on a la quantité du collagène. On a dit auparavant que plus il y a de collagène, plus plus le morceau de viande est dur. Donc, la quantité de collagène des muscles définit la destination culinaire du morceau de viande. Donc, une viande pauvre en collagène, elle est destinée beaucoup plus pour une cuisson rapide. Une viande riche en collagène, elle est destinée beaucoup plus pour une cuisson lente, bien sûr, dans un milieu humide. Hein? D'accord? Alors, le boucher aussi a un rôle important à jouer sur le collagène grâce à des techniques de préparation de la viande, telles que le parage, l'hachage, pardon. Donc, ces opérations diminuent
de la concentration en collagène, ce qui va attendrir le morceau de viande. La réfrigération rapide aussi, elle détériore la tendreté de manière irréversible. Pourquoi? Parce qu'elle provoque un durcissement du muscle appelé le cryochoc. Donc, un froid trop intense provoque un blocage irréversible entre l'actine et la myosine que la maturation ne peut résoudre. Donc, le potentiel de tendreté du muscle est altéré car les fibres musculaires sont entrées en rigidité cadavérique à l'état contracté. Et pour prévenir et éviter ce phénomène de cryochoc, il ne faut pas descendre à une température au-dessous de 10 degrés Celsius. OK? Bon, si on veut vraiment appliquer un régime rapide et intense, donc qu'est-ce qu'on fait? On fait des stimulations électriques à basse tension au niveau de la carcasse pendant 45 secondes. Pourquoi? Pour consommer toute l'ATP qui existe au niveau de la carcasse afin qu'on puisse par la suite mettre la carcasse à une température au-dessous de 10 degrés Celsius. OK? Les facteurs de variation de la tendreté. Alors, le mode de suspension de la carcasse influe sur la tendreté. Alors, par exemple, la suspension pelvienne par le bassin, c'est un mode de suspension qui augmente les cassures des fibres musculaires. Donc, ça va aider l'action des enzymes au cours de la maturation. D'accord? Donc, la maturation, le mode de suspension pelvien, elle est rapide que la maturation, le mode de suspension en utilisant le tendon d'Achille. D'accord? Alors, la tendon varie aussi avec la durée. Donc, plus la durée de maturation elle est longue, plus le morceau de viande il est tendre. Plus elle est courte, plus le morceau de viande est dur. On a aussi la découpe de la carcasse. Soit elle est sous forme de carcasse complète ou bien en demi-carcasse. Pour la carcasse complète demi-carcasse, la durée de maturation elle est de 7 jours. Mais si la carcasse elle est découpée rapidement après l'abattage, la durée de maturation elle est rapide. Elle est de 2 à 3 jours et on aura une tendreté au bout de 2 à 3 jours. En l'âge aussi, le jeune fournit une viande plus tendre que l'adulte. C'est lié aux hormones parce que les hormones ont tendance, la testostérone par exemple, elle a tendance beaucoup plus, pardon, pour le sexe. Alors, le sexe, les femelles fournissent une viande plus tendre que les mâles. Pourquoi? Parce que les mâles contiennent de la testostérone. La testostérone a tendance à développer beaucoup plus le tissu conjonctif par rapport aux femelles. D'accord? Alors, pour ces deux facteurs de tendreté, elle est en général liée à la solubilité du collagène et à la quantité du collagène. Donc, plus la quantité est importante qu'on a auparavant, plus le morceau il est dur. Moins la solubilité du collagène, ou bien si la solubilité du collagène elle est moindre, donc le morceau de viande il est aussi dur. OK? Maintenant, on va voir le troisième critère qui est la jutosité. Donc, pour la jutosité ou bien les sucs libérés au cours de la mastication, on distingue deux types. On a la jutosité initiale qui représente, ou bien elle est liée beaucoup plus au pouvoir de rétention en eau du morceau de viande, et la jutosité finale qui est liée beaucoup plus au gras intramusculaire. Alors, quels sont les facteurs qui font varier la jutosité? On a l'état d'engraissement de l'animal. Donc, plus l'animal il est gras, plus on a une meilleure jutosité. Donc, pour préserver la jutosité, il ne faut pas trop parer les muscles des animaux. D'accord? Donc, il faut avoir un morceau de viande gras pour avoir une meilleure jutosité. D'accord? Donc, la cuisson aussi, elle peut influencer sur la jutosité. Plus on allonge la durée de cuisson, plus la jutosité, elle chute.
Alors, par exemple, si on veut cuire un morceau de viande, mais une cuisson pour aboutir à un steak saignant, par exemple. Donc, on aura une perte d'eau de 18%. D'accord? Par rapport à un steak bien cuit, on a un pourcentage de perte qui est de 33% à la cuisson. Donc, plus la durée de cuisson elle est longue, plus le morceau de viande perd son pourcentage en eau. Donc, comment évaluer la jutosité? Bien sûr, c'est les membres de jury dégustateurs. La dernière qualité, c'est la flaveur. C'est quoi la flaveur? C'est la perception du goût et de l'odorat du morceau de viande. Donc, la flaveur est un ensemble complexe de sensations formé des saveurs perçues par les papilles de la langue et les arômes perçus par les nasorécepteurs. D'accord? Bien sûr, les principales composantes de la flaveur, c'est le gras qui est présent au sein du morceau. D'accord? Donc, plus le morceau il est persillé, ou je m'entends persillé, ça veut dire que le gras s'infiltre autour de la cellule musculaire. Il se retrouve en profondeur. Et en général, un morceau de viande persillé, il est très riche en acides gras insaturés. D'accord? Donc, quels sont les facteurs qui peuvent influencer sur la flaveur? On a l'âge, le sexe, la race. Alors, par exemple, le jeune bovin a sa viande ou bien le morceau de viande issu d'un jeune bovin, il a moins de flaveur par rapport à un adulte. La femelle aussi a un morceau de viande qui a une meilleure saveur et un meilleur goût par rapport au bœuf, par exemple. Par exemple, si on prend la race, la race laitière donne une viande savoureuse que la charolaise, par exemple. D'accord? Donc, l'âge, le sexe et la race influencent euh, sur la flaveur. D'accord? Le type de muscle aussi. Par exemple, si on prend le rondite, hein, ou là, la tranche. Donc, c'est des morceaux de viande maigres qui contiennent à peu près entre 0 à 5% de gras. D'accord? Donc, ces deux morceaux sont moins savoureux, ok, par rapport, par exemple, au paleron qui contient entre 0 à 12% de gras. D'accord? Donc, ça varie aussi, la flaveur varie aussi selon le type de muscle. Ok. Elle varie aussi en fonction de l'alimentation. Donc, si on a une alimentation très énergétique, on aboutit à un état d'engraissement important. Donc, on aura beaucoup plus formation des morceaux persillés. D'accord? La maturation et la conservation aussi peuvent influencer sur la flaveur. Alors, la maturation, c'est elle qui permet l'élaboration des précurseurs de la flaveur. D'accord? Et une viande mal conservée, c'est une viande laissée à l'air libre. Donc, automatiquement, elle va subir les phénomènes d'oxydation. Et surtout, l'oxydation des graisses, ce qui va aboutir au phénomène de rancissement. D'accord? Donc, et l'odeur de rance va diminuer la flaveur du morceau de viande. La cuisson aussi, c'est elle qui va faire ressortir les précurseurs de l'odeur et du goût du morceau de viande. Alors, lorsque, à l'abattage, le morceau de viande qu'on a, il est riche en lipides et en protéines. Une fois maturé, on aura de nouveaux précurseurs, comme par exemple les acides gras saturés, les acides aminés. Donc, une viande fraîche non cuite, elle n'a pas de flaveur. Mais une fois cuite, ces précurseurs vont libérer soit des composés volatiles, soit des composés non volatiles, donnant l'odeur et la saveur appréciée d'un morceau de viande. Par exemple, si on prend la viande de poulet, l'acide linoléique présent dans la peau du poulet
il aboutit à l'hexanol, qui est responsable de cette flaveur spécifique du poulet rôti. OK? Alors, la mesure de la flaveur, en général, on utilise les membres du jury dégustateur pour qualifier est-ce que c'est un morceau de viande de bonne flaveur ou pas. OK? Alors, je vous ai résumé vers la fin les trois cellules, c'est-à-dire la cellule musculaire, le tissu adipeux et le tissu conjonctif. Et ces trois cellules, qu'est-ce qu'elles peuvent nous donner comme qualité sensorielle de la viande? Alors, pour la fibre musculaire, elle contient le pigment, donc elle va nous donner la couleur. La fibre musculaire, elle va subir une chute de pH ou bien une augmentation du pH. Elle va jouer sur la couleur, elle va jouer sur la jutosité et elle va jouer aussi sur la tendreté parce qu'un pH acide, c'est lui qui va activer les enzymes durant la phase de maturation. Alors, la fibre musculaire, elle va subir la phase de maturation. La maturation, c'est des enzymes qui rentrent en action pour augmenter la tendreté du morceau de viande et augmenter la flaveur du morceau de viande. Pour le tissu adipeux, alors les lipides, on a les lipides, c'est des structures qui jouent dans la qualité de jutosité, la tendreté et aussi la flaveur du morceau de viande. L'eau aussi, l'eau il joue beaucoup plus dans le rôle de jutosité. La trame conjonctive, ou qui nous donne bien sûr en général la protéine du collagène, cette protéine, elle joue beaucoup plus sur la tendreté du morceau de viande. Voilà, on en a terminé. نتلاقاو la prochaine séance, Inch'Allah. Salam alaikum.